Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore autour de mémoires et de confidences d'acteurs qui ont occupé une place importante dans le monde magique et dans la réalisation des films Harry Potter. Avant de plonger directement dans les souvenirs de Tom Felton, l'inoubliable interprète de Drago Malfoy, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé en temps et en heure de toutes les nouvelles vidéos que nous sortirons dans les prochains jours et les prochaines semaines. Avec l'arrivée de Hogwarts Legacy, gageons que l'actualité dans le Wizarding World ne va faire que s'accroître dans les prochaines semaines. Il y a très peu de temps donc nous vous parlions des mémoires d'Alan Rickman issues de la publication de ses journaux intimes. Vous vous souvenez que nous avions été assez critiques sur le procédé qui consiste à rendre public des journaux intimes dont le but premier est évidemment de rester intime. Il était nécessaire pour nous, d'un point de vue presque journalistique, de lire ces mémoires, de les documenter et donc de vous en parler. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu étrange à naviguer dans des pensées intimes d'une personne décédée qui, à notre connaissance, n'a jamais donné une quelconque autorisation pour publier des notes de manière en tout cas aussi crue. Cette fois-ci, nous allons vous parler d'un livre pour le coup qui n'a absolument rien à voir puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une autobiographie. Il est vrai qu'il peut paraître un peu étonnant de parler de mémoire quand son écrivain a seulement 35 ans. Tom Felton s'est donc livré à un exercice un peu difficile qui consiste à se confier à des lecteurs tout en racontant sa propre vision personnelle des choses. On vous avoue que l'erreur que nous avons dû faire, c'est de lire de manière assez rapprochée les livres d'Alan Rickman et de Tom Felton. Il aurait peut-être fallu que nous laissions un petit peu de temps entre les deux expériences qui n'ont franchement pour le coup absolument rien à voir. Les comparer relèverait franchement de l'injustice, on ne peut pas attendre la même chose d'un acteur émérite et d'un jeune acteur dont la carrière a explosé principalement en raison de sa participation à Harry Potter. Lire les deux livres en même temps peut paraître donc un peu cruel, d'où le fait peut-être de remettre un peu de distance entre les deux événements. Tom Felton, clairement, n'est pas Alan Rickman et ne cherche d'ailleurs absolument pas à l'être. Alors, petite bonne nouvelle pour les non-anglophones, l'autobiographie de Tom Felton sera bel et bien disponible en français le 12 mars prochain aux éditions Le Duc. Peut-être une occasion donc pour vous de découvrir un peu plus en profondeur tout ce que Tom Felton cherche à nous apporter au travers de sa vision. La vision de Tom Felton, justement, autant le dire tout de suite, n'est pas la même qu'Alan Rickman. On voit qu'ils n'ont pas eu ni vécu la même expérience sur les tournages, ce qui est intéressant car pour le coup, ces deux livres demeurent véritablement complémentaires et effectivement à la lecture des journaux intimes de l'interprète de Rogue, c'est quelque chose en fait qui est vraiment intéressant de pouvoir finalement compléter un petit peu cette vision qui est forcément différente entre un adulte et un enfant sur le tournage d'une saga plus populaire comme Harry Potter. Le témoignage qui est celui de Tom Felton est peut-être le témoignage qui se rapproche le plus du sommet de la production de Harry Potter à ce stade. Bien entendu, nous ne sommes pas encore au niveau des acteurs ayant interprété le trio, mais il est vrai qu'interpréter Drago Malfoy n'est quand même pas un rôle pour le coup facile, mais c'est surtout un rôle qui demeure pour le coup très impliquant. Nous allons donc tenter de plonger un peu dans cette aventure, racontée par l'acteur le plus sympathique du Wizarding World. Nous vous donnerons évidemment notre avis et notre analyse tout au cours de cette vidéo. Pour cette vidéo, on ne pouvait pas être évidemment aussi analytique que pour les journaux intimes d'Alan Rickman. L'exercice ne s'y prêtait clairement pas, c'est donc à une critique plus conventionnelle que nous allons revenir dans cette vidéo, comme on a pu vous habituer, notamment avec les autres livres de J.K. Rowling. Toute la première partie de son récit débute par un grand tour, on va dire un large tour de son enfance avant Harry Potter, un petit tour de son environnement familial, de la construction de sa personnalité. On découvre un Tom Felton issu d'une famille de la classe moyenne britannique qui grandit dans une banlieue tranquille, dans une famille assez classique, on va dire, qui va certes connaître le divorce de ses parents, mais un cadre familial qui va demeurer quand même pour le coup relativement stable, aimant et qui ne se déchire pas dans tous les sens. Tom Felton est le dernier enfant d'une fratrie de 4 enfants, 3 frères qui sont tous bien plus âgés que lui de manière assez évidente, et rien ne prédestinait véritablement Tom Felton à devenir un acteur sur le papier, ni même encore moins une célébrité. Pourtant, de tous les acteurs de Harry Potter, tout du moins dans le camp évidemment des acteurs enfants, il était peut-être celui le plus susceptible de s'intéresser un jour au cinéma puisque très rapidement il va se découvrir une véritable passion pour le cinéma. On sait qu'il a une consommation assez prolifique de films, notamment pour tout ce qui va concerner les films d'action. Tom Felton, enfant, et on sait qu'il a alors 8 ou 9 ans, s'imagine dans la peau notamment d'un futur James Bond, série de films qu'il affectionne tout particulièrement. Il s'imagine camper le rôle de cet agent secret qui fait rêver tous les Britanniques et plus largement le monde entier.
Dans le récit, on rentre assez rapidement dans le monde de Harry Potter, au bout de la 60e page, grosso modo, et ce jusqu'à la quasi toute fin du récit. Tom Felton va nous faire voyager dans son histoire, celle qui l'a menée jusqu'à l'interprétation de l'un des plus grands antagonistes de toute la saga littéraire qu'est Harry Potter. Ce qu'il y a d'intéressant dans le profil de ce jeune garçon, c'est que s'il est un fan véritablement de cinéma, c'est nettement moins le cas, par exemple, pour ce qui concerne la littérature. En effet, il fait lui-même la confidence d'être passé totalement à côté de la frénésie qui commençait à monter autour du phénomène littéraire qu'était Harry Potter avant que le film ne se présente à lui. Tom Felton était dans un monde un peu différent, en effet, et au fur et à mesure de ses différentes expériences, il a acquis des techniques, une manière de jouer, il s'est habitué aux équipes de tournage, aux trucs et astuces qui lui permettent à la fois de faire baisser la pression, tout en s'amusant, puisque évidemment il a commencé effectivement à faire pas mal de publicité, etc., au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'il était un peu dans un monde un peu à part des autres enfants déjà à cette époque-là, même s'il y avait quand même une certaine forme de normalité. C'est d'ailleurs particulièrement flagrant, mais pour être tout à fait honnête, cela ne nous surprend pas. Tom Felton ne donne jamais l'impression de se prendre au sérieux dans ce livre, bien au contraire, il est le parfait représentant du Britannique typique, nonchalant et totalement plein d'autodérision sur lui-même. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez rafraîchissant, là où Alan Rickman avait nécessairement une approche plus froide. En même temps, le public de son livre, encore une fois, n'est absolument pas le même, puisque à la base, il n'y avait pas de public. Tom Felton aborde évidemment les raisons qui l'ont amené à se retrouver dans le casting de Harry Potter, et pour le coup, l'histoire est assez sympathique et savoureuse à découvrir et nous apprend pour le coup pas mal de choses sur la manière dont tout cela se passait. On sait que J.K. Rowling va imposer donc très rapidement à la Warner Bros. La mise en place d'un casting 100% britannique, surtout et particulièrement au niveau des enfants. Elle plaide également, et ça arrange la Warner Bros. Pour un casting le plus large possible pour les interprètes de ces héros. Hors de question de recourir, comme c'est le cas habituellement, aux agences de booking et d'acteurs déjà en place. Harry Potter est un phénomène et pour Rowling comme pour la Warner Bros, le casting doit donc être à la hauteur. C'est ainsi que plusieurs milliers d'enfants vont être auditionnés dans toute la Grande-Bretagne, acteurs professionnels, acteurs débutants ou simples amateurs. Concrètement, tout le monde a une véritable chance d'y participer. Concernant Tom Felton, ce sont d'ailleurs ses agents de l'époque qui lui conseillent de s'inscrire à ce casting. Tom Felton, lui, ne connaît absolument rien à Harry Potter, ça ne l'intéresse, à vrai dire, pas plus que ça, mais il part du principe que toute expérience est bonne à prendre. Et c'est dans ce contexte précis qu'il va se retrouver à participer au casting de Harry Potter à l'école des sorciers. En sa qualité d'enfant acteur, il ne bénéficie d'aucun traitement de faveur et se retrouve à devoir passer absolument toutes les étapes comme les autres. Il est au même niveau que ses concurrents, il prend d'ailleurs un malin plaisir à expliquer avec force de détail les différentes étapes qui vont le pressuriser, parfois évidemment dans cette situation. Une scène est d'ailleurs plutôt marquante et a retenu, on va dire, notre attention plus que d'autres. Chris Columbus, notamment, que l'on connaît pour être le réalisateur des 2 premiers volets de Harry Potter et qui est quelqu'un de très habitué à diriger des enfants, comme il a pu le faire dans les films Maman, j'ai raté l'avion, inflige aux prétendants une épreuve assez pertinente. Par groupe de plusieurs dizaines d'acteurs, il les interroge tour à tour de manière très brève sur le moment qui les a le plus marqués dans Harry Potter et en gros celui que les enfants attendent le plus évidemment au moment du tournage. Ce jour-là, Tom Felton est clairement le seul dans la salle à ne savoir absolument pas de quoi il va parler. Il n'a jamais mis son nez dans les livres. Il sait tout juste qu'il s'agit de l'histoire d'un garçon sorcier, mais ça ne va franchement pas plus loin. Il entend tout autour de lui ses concurrents parler de dragons, de gobelins, de chemins de traverse, sans comprendre un traître mot évidemment dans tout ce charabia. Quand son tour arrive, il se retrouve donc bien démuni et tente de broder maladroitement avec les moyens du bord. Chris Columbus évidemment n'est pas du tout dupe, il s'en rend bien compte, mais après tout, nul besoin de connaître le livre par cœur pour être un bon acteur. Peut-être le réalisateur voit-il déjà en lui des capacités effectivement intéressantes et qui pourraient plus tard être exploitées. Un peu plus tard, mais dans la même journée d'audition, parmi des centaines d'enfants, il va faire la connaissance de manière totalement fortuite d'Emma Watson. Enfin, la connaissance, c'est quand même un bien grand mot. On sait qu'ils sont dans une salle, probablement truffée de caméras et de micros, pour voir comment agissent les enfants les uns vis-à-vis des autres. Tom Felton, ce jour-là, un peu à son corps défendant, va se montrer un petit peu prétentieux, un peu Draco Malfoy en fait dans le style, dit-il, vis-à-vis d'une toute petite jeune fille qui, elle, n'a jamais eu à connaître des us et coutumes sur des tournages de films et encore moins des castings pour des immenses productions comme c'est le cas de Harry Potter. Alors attention, ne pas croire que leur folle romance va commencer ici. Tom Felton ne s'en souviendra en réalité qu'après coup, mais il est en fait tout à fait possible que le fait d'avoir pris un peu de haut Emma Watson ce jour-là ait joué un rôle dans le processus de sélection. Il serait d'ailleurs tout à fait faux de penser que Tom Felton auditionnait pour le rôle de Draco Malfoy. Il s'agissait en réalité d'auditions tout à fait générales et Tom Felton n'avait pas le début du commencement d'une idée sur qui était dans ce livre dont tout le monde
monde parlait. Mais évidemment, comme il ne l'avait jamais lu, il n'avait aucune identité des personnages. Enfin, c'est quelque chose là pour le coup qui passait totalement dessus. En réalité, on sait que Tom Felton va intégrer ensuite des sélections un peu plus avancées et va se retrouver être en compétition au moins sur 3 rôles. Celui de Draco Malfoy, celui de Ron Weasley, mais aussi celui de Harry Potter. Ça, c'est quelque chose qu'on ignorait. Alors, assez rapidement, il va être écarté sans le savoir de la sélection pour ce qui concerne Harry Potter. Cependant, il va être présenté quand même pendant un bon moment pour le rôle de Ronald Weasley. En effet, on apprend même qu'il passera jusqu'à l'étape des essais techniques, notamment pour tout ce qui concerne les coiffures, avec la teinture Weasley, comme il dit, entre guillemets, et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il va commencer en fait à se prendre un petit peu au jeu, tout en gardant quand même une certaine distance face à l'événement. Tom Felton est un jeune acteur, mais demeure en réalité, on le sent dans son écriture, un enfant. Le processus de sélection est long, il est très long, il y a de multiples essais, de multiples rendez-vous, de multiples tests qui vont émailler le parcours de chaque acteur, tentant d'intégrer ce casting, et donc forcément, dans ce processus qui est très très long, Tom Felton n'oublie pas par ailleurs d'être évidemment un enfant. On sait qu'à un moment ou à un autre, Tom Felton va partir en famille en camping en France pour les vacances d'été, à peu près d'ailleurs comme tous les Britanniques qui fuient la grisaille anglaise pour le soleil de nos côtes. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir dans la presse française que le casting du trio Harry, Ron et Hermione donc a été sélectionné avec évidemment, vous le savez, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Tous les journaux évidemment reprennent en chœur les informations transmises par la Warner Bros et les photos. Donc Tom Felton va découvrir de cette manière qu'il n'est pas sélectionné pour être dans le trio, et comme il le dit dans le livre, pendant les 10 premières minutes après l'annonce, il accuse un petit peu le coup avant de retourner à ses jeux d'enfant et de passer donc à totalement autre chose et de poursuivre ses vacances en fait comme si de rien n'était. Il n'avait absolument pas saisi, ou surtout il n'avait pas voulu saisir l'enjeu qu'il y avait autour de ce film, et d'ailleurs peut-être tant mieux pour lui, au moins ça lui a évité de se mettre trop la pression. On sait qu'il sera finalement appelé à la rentrée pour interpréter Draco Malfoy, dont il sait désormais que c'est le méchant de la bande, celui qui n'est pas forcément le plus populaire ni le plus apprécié. Tom Felton est un peu étonné de ce choix, car il avait compris avec la sélection du trio que les producteurs cherchaient des enfants qui ressemblaient d'un point de vue caractériel aux personnages qu'ils allaient interpréter. Alors il note d'ailleurs dans une pique assez directe vis-à-vis du trio, tout en restant quand même discrète, que c'était effectivement le cas du trio auparavant, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est quand même une manière assez peu polie de dire que effectivement certains d'entre eux ont un peu changé de caractère depuis. Lui, en tout cas, ne s'identifie absolument pas à Malfoy. Ils ont tous les deux des histoires tout à fait différentes et qui ne se ressemblent en aucun point, notamment sur le volet familial. La nouvelle de son intégration dans le casting lui fait plaisir, mais il n'en éprouve une certaine forme de nonchalance, d'ailleurs assez désarmante, il faut quand même bien le reconnaître. Pour lui, à ce stade, mais ça changera un petit peu plus tard, c'est aussi un boulot un peu comme un autre, un peu à la manière d'Alan Rickman, sauf qu'il y aura là pour le coup une évolution qui est liée à l'âge évidemment, et donc à la différence de maturité entre les deux hommes. Il faut bien se rappeler également que Tom Felton est le plus âgé des jeunes acteurs du casting, tout du moins en tout cas dans les principaux. Il a par exemple 3 ans de plus qu'Emma Watson au moment du début du tournage de Harry Potter à l'école des sorciers, donc forcément il ne va pas percevoir les choses de la même manière. Il a une maturité un brin plus grande et surtout une capacité à exercer une certaine forme de distance par rapport à l'événement. Tom Felton va donc se lancer dans cette super production avec son caractère et va nous emmener en fait dans les coulisses de ce film à gros budget, mais qui va venir changer à tout jamais la perception d'une œuvre. Il enchaîne les anecdotes, certaines plus intéressantes que d'autres, il faut bien l'avouer. Il raconte la première fois où tout le casting se retrouve autour d'une table pour la toute première lecture du script. Il sait qu'il y a aussi dans la salle de très grands acteurs, mais qu'il avoue ne pas tout à fait bien s'en rendre compte à l'époque. Son regard s'attarde pourtant sur une de ses légendes, Alan Rickman, qu'il connaît pour le coup très bien pour l'avoir vu dans l'un de ses films préférés, qui est Robin des Bois, où Alan Rickman tient le rôle de l'affreux shérif de Nottingham. Dans cette première lecture, en fait, Tom Felton va retenir principalement 2 enseignements, mais qui pour le coup sont intéressants pour nous qui sommes des fans. C'est le premier enseignement, c'est que le script ne laisse absolument aucune marge de manœuvre et n'est absolument pas négociable, chose que nous avions déjà perçue dans les propos tenus par Alan Rickman. Pour lui, tout est validé en haut lieu entre la Warner Bros et J.K. Rowling. Une fois que c'est dans le marbre, entre guillemets, du script, tout est figé et il ne s'attarde donc pas trop sur son ressenti. Il ne faut pas oublier à cette époque, pour lui, c'est un job comme
n'importe lequel. Deuxième enseignement qu'il va tirer de cette séance de lecture, c'est le rôle occupé par Robbie Coltrane, non pas comme interprète de Rubeus Hagrid, mais comme agent facilitateur de la création, on va dire, d'une cohésion dans l'équipe. Robbie Coltrane agit avec beaucoup d'humour et permet donc de détendre une atmosphère forcément un peu studieuse, mais avec beaucoup d'enfants qui font évidemment leur premier pas sur un plateau de cinéma, donc on peut imaginer quand même qu'il y a une certaine forme de tension. Tom Felton aborde aussi, c'est presque d'ailleurs un peu triste, même si c'est un hommage dans la manière dont il le rédige, la situation particulière de Rick Mayall. Alors Rick Mayall, c'est un nom qui ne va pas vous dire grand-chose, mais c'est l'acteur qui avait été choisi pour interpréter le personnage de Peeves, le poltergeist de Poudlard. On le sait, Rick Mayall a été sacrifié au montage de Harry Potter à l'école des sorciers et ne reviendra plus jamais dans la saga. C'est d'ailleurs l'un des griefs que nous pourrions faire aux adaptations cinématographiques de Harry Potter, d'être passé à côté de ce personnage assez légendaire pour tout. Rick Mayall, durant la préparation de Harry Potter à l'école des sorciers, jouera le rôle en fait pour lequel il était taillé quelque part, c'est-à-dire celui d'un grand amuseur public, et donc d'agent totalement perturbateur, toujours prêt à faire rire les enfants sur le plateau. On sent une certaine tendresse d'ailleurs dans les propos de Tom Felton, et c'est vrai qu'on regrette de ne jamais avoir pu voir sa prestation, d'autant plus qu'elle n'est même pas présente dans une seule scène coupée. C'est toute la difficulté des choix scénaristiques parfois qui sont faits et qui ont des répercussions importantes sur l'œuvre. On sait que à peu près à cette période-là, Tom Felton va commencer à lire les livres Harry Potter et il notera d'ailleurs un peu plus tard, aux alentours du 3e ou 4e film, on ne sait pas exactement parce que la chronologie n'est pas toujours très claire dans son livre, on sait qu'effectivement il va lire Harry Potter et qu'il sera d'ailleurs l'un des seuls à finir de lire les livres Harry Potter avec notamment Emma Watson et Evanna Lynch, donc ça c'est quelque chose d'assez drôle et plutôt de malin. Tom Felton va rendre aussi dans cette partie hommage au réalisateur Chris Columbus, qui a toujours su le mettre en confiance, qui a toujours su en effet faire tourner des enfants en créant une ambiance à la fois studieuse, mais une ambiance aussi heureuse. On sent qu'il y a un lien entre les deux protagonistes, que c'est presque quelque part, on va dire, un réalisateur qui l'aura regretté par la suite. Il faut savoir qu'il ne s'exprime franchement pas trop, on va le dire, sur les autres réalisateurs. Il reste assez, on va dire, discret. Ouais, c'est le mot, discret sur les autres réalisateurs. C'est pas comme Alan Rickman qui pouvait critiquer les choix des uns, les choix des autres. Lui, effectivement, il parle beaucoup de Chris Columbus, mais après, c'est un petit peu tout. Alors, on sait que dans son livre, par la suite, il va livrer encore quantité d'anecdotes sur les tournages dans la grande salle, sur les tournages à King's Cross, où son père, par exemple, a mis une sacrée pagaille quand il a été aperçu, en fait, en train de prendre une photo, ce qui était interdit du plateau de tournage de la voie 9 3/4, et que tout ça va partir en vrille avec la sécurité, etc. Bref, des anecdotes qui sont assez drôles. On va avoir une anecdote également sur une tasse de chocolat chaud qui explose et arrose la moitié du casting à quelques instants du début du tournage des scènes. Bon, Tom Felton va aborder en fait tout un tas de petites anecdotes comme ça qui sont marrantes, qui font sourire. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga entre guillemets de l'humour britannique, mais ça reste plutôt pas mal. Tom Felton va aborder ensuite une dimension plus personnelle des choses, le fait qu'il a eu une enfance un peu étrange, même si plus normale, il le note que les enfants évidemment qui jouent le trio. Il évoque la pression, mais surtout les nombreuses restrictions qui se retrouvent inscrites évidemment dans les contrats les liant à la production. Tom Felton avait par exemple l'interdiction stricte de procéder à quelconque sport jugé un peu trop extrême, et la liste était relativement longue, qu'il ne pouvait pas y avoir de pratiques qui pouvaient mettre par exemple en danger son visage. Il précise aussi que c'était parfois compliqué, notamment dans ses interactions avec d'autres enfants qui n'étaient pas membres du casting. Il va aborder ensuite les routines de tournage qui étaient particulièrement rigoureuses, avec de nombreux paliers à passer, de nombreuses règles à respecter, les temps de maquillage, les temps de coiffure, les temps d'essayage, des loges en préfabriqué qui a été très spartiate. Bref, on est très loin du rêve représenté quand on imagine la vie des stars d'Hollywood. Il parle aussi de son rythme personnel, fait à la fois de tournage, mais aussi de moments de partage ou de devoirs à faire pour les enfants entre les différentes scènes, les temps d'attente, les temps de montage technique des plateaux, etc. etc. Donc on sent véritablement qu'il y avait quand même quelque chose d'assez lourd dans la manière d'aborder, entre guillemets, le tournage de ce film. Il parle ensuite beaucoup d'Alan Rickman, dont on sent qu'il a eu un véritable coup de cœur artistique qu'on peut avancer comme étant d'ailleurs réciproque dans la mesure où Alan Rickman note dans ses journaux intimes quelques brèves pensées positives sur sa relation de travail avec Tom Felton, ce qui n'était pas le cas par exemple pour Daniel Radcliffe et Emma Watson. Tom Felton explique avoir été intimidé par la présence de l'acteur dès le tout premier jour de tournage et continuera à l'être au fur et à mesure évidemment de l'avancement des films Harry Potter. Il note qu'Alan Rickman interprétait vraiment à la perfection le personnage de Rogue jusqu'à ne jamais en fait se départir de son costume, y compris par exemple à la
cantine du tournage. On peut imaginer en effet qu'il avait la flemme de le retirer compte tenu du temps que cela mettait à enfiler et dont il se plaint à plusieurs reprises dans son livre. On découvre aussi un côté un peu plus intime dont Rickman ne parlait pas dans ses journaux intimes d'ailleurs, notamment le fait qu'il a organisé de très nombreuses visites sur le tournage pour les associations qu'il soutenait ou qu'il parrainait. Tom Felton note d'ailleurs à ce propos que si tous les acteurs étaient très gentils, très agréables, y compris lui-même, qui sortait donc complètement de son rôle de Draco Malfoy avec les visiteurs, Alan Rickman, lui, offrait, selon les propos de l'auteur, entre guillemets, une Snape full experience, comprendre qu'Alan Rickman continuait à interpréter son personnage sans jamais s'en séparer, y compris devant des visiteurs. Tom Felton rentre ensuite dans une phase un peu plus sombre où il aborde courageusement les aspects négatifs de la célébrité et surtout les problématiques posées par une fandom peut-être extraordinaire mais parfois un peu bizarre et gênante selon ses propos. Il rencontre ainsi de nombreux fans qui l'insultent de manière régulière car ils ne savent absolument pas faire la distinction entre le personnage qu'il interprète au cinéma et le jeune garçon qu'il est dans le monde réel. Draco Malfoy est souvent détesté et cela se ressent en fait dans les interactions qu'il peut avoir avec certains fans. Alors lui le prend la plupart du temps comme un compliment et comme la preuve que son interprétation est convaincante, mais il note que ce n'est pas la même chose pour d'autres acteurs, et on se souviendra notamment effectivement de Katie Lang, l'interprète de Cho Chang, qui après le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix a subi un véritable harcèlement en règle de la part de fans totalement incapables de faire la différence entre la fiction et la réalité, et cela est quand même allé évidemment jusqu'au racisme. Tom Felton dit avoir toujours la volonté, lui, quand il rencontre des fans, de ne pas les décevoir, même sur les conventions qu'il peut réaliser dans le monde entier, mais que parfois il est relativement difficile pour lui de ne pas réagir à certains comportements ou certains propos. Il note parfois être suivi à travers l'Europe entière par des fans qui se débrouillent pour avoir des infos sur son agenda et se retrouvent devant son domicile, devant son hôtel, devant les maisons de ses amis, et c'est quelque chose qui lui pèse beaucoup. Parfois, il note aussi les complexités rencontrées par certains fans qui ont de vraies problématiques, là pour le coup, de santé mentale, notamment une fan qui le suivait absolument partout, qui avait quand même un certain âge et en fait n'avait jamais pu avoir d'enfant. Cette dernière s'était donc un peu imaginée comme étant la mère adoptive pour les enfants stars de Harry Potter. Situation, on le comprend, qui est très délicate et très difficile à gérer, mais Tom Felton semble réaliser que les films dépassent de loin le simple cadre artistique. Il explique être parfaitement en accord avec J.K. Rowling lorsque cette dernière explique la gratification que représente le fait d'aider quelqu'un à travers cette œuvre, mais il est vrai qu'il fait la découverte de quelque chose de troublant où la limite entre la fiction et la réalité se retrouve pour le coup particulièrement mince. Et ce qu'il dit d'ailleurs est très intéressant parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, et on vous en a déjà parlé sur cette chaîne, on sait que certains comportements, et on l'a vu notamment dans des conventions à la rencontre d'acteurs, on pense notamment par exemple à Bonnie Wright ou à Evanna Lynch, où on voyait effectivement certains invités de ces conventions se comporter vis-à-vis des acteurs de manière assez troublante, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin, entre guillemets, de considérer la personne comme étant un simple objet et n'étant pas une personne, entre guillemets, qui peut ne pas avoir envie de faire un câlin, qui peut ne pas avoir envie de faire une pose bizarre sur une photo, et c'est quelque chose en fait que les gens ont du mal un petit peu à percevoir et à comprendre parce que c'est vrai qu'ils ont payé le prix du billet très cher et que donc ils attendent un service qui n'est peut-être pas nécessairement le service que les acteurs ont envie de donner. On a vu aussi certains propos, notamment en mode ah oui, celui-là, si je pouvais, je te le câlinerais, machin, etc. et tout. Enfin, on parlerait comme ça en se promenant dans la rue, en disant, en croisant une jeune femme ou un jeune homme, tiens, celui-là, je vais le câliner, alors qu'on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Concrètement, ça s'appellerait une agression. On va pas dire les choses autrement. Ça s'appellerait une agression, voire du harcèlement. Et ça, à un moment donné, c'est un truc. Parce que si les guests ont parfois envie peut-être de câliner, on va dire, la star, ce n'est pas probablement l'envie de la star de se faire câliner par des gens qu'elle ne connaît pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, qu'il faut bien intégrer, et c'était intéressant que Tom Felton en parle véritablement dans son livre. Alors, ensuite, Tom Felton, il va aborder, évidemment, un certain nombre de choses sur le soutien, évidemment, que la saga Harry Potter a pu apporter à de nombreux fans. Il va expliquer, d'ailleurs, être parfaitement en accord avec J.K. Rowling lorsque cette dernière explique la gratification que représente le fait d'aider quelqu'un à travers cette œuvre. Mais il est vrai que franchement, parfois, il est quand même, on va dire, dans une situation un petit peu dangereuse. Et c'est quelque chose
qui pour lui est assez marquant parce qu'il ne dit pas qu'il craint pour sa sécurité, personnelle en tout cas, mais que c'est quelque chose qui l'impressionne parce que c'est vrai que parfois il ne le comprend pas. Et il va d'ailleurs en reparler, notamment au sujet d'Emma Watson, dont on va vous parler un petit peu plus loin dans cette vidéo, où effectivement il a pu voir Emma Watson qui est clairement au niveau au-dessus en termes de folie frénétique autour d'elle, et pour lui ça a été parfois des moments très très choquants, y compris quand il partageait des moments d'intimité à deux dans un café ou aux caisses, de voir que ça tournait finalement à des niveaux complètement démentiels. Il va aborder ensuite le rôle des doublures et va rendre un hommage appuyé à ce métier, surtout en revenant sur les événements tragiques survenus évidemment, vous vous en doutez, lors du tournage de Harry Potter et les reliques de la mort, où la doublure de Daniel Radcliffe s'est retrouvée, vous le savez, paralysée suite à une cascade qui a très mal tourné. Tom Felton revient ensuite sur son enfance peu commune, même si elle fut évidemment, il le note, plus normale que celle des autres. On sait que ses parents ont essayé de le protéger coûte que coûte, et l'acteur raconte d'ailleurs que lors de l'avant-première par exemple de Harry Potter et la Coupe de Feu, l'anecdote est savoureuse, ce dernier est assis donc entre ses parents et s'est pris une remarque de la part de son père à la fin du film, soulignant qu'il n'était quand même pas très présent dans cet opus. Une manière, on va dire, de minimiser son rôle. On sent donc que l'environnement familial a fait le nécessaire pour qu'il ne se coupe pas totalement, on va le dire, de la réalité, ce qui a parfois été plus compliqué évidemment pour le trio qui subissait une pression bien supérieure. Tom Felton raconte la cruauté des gens, parfois même d'ailleurs de ses enseignants qui avaient l'habitude de le prendre un peu de haut ou de le maltraiter. En réalité, sa participation au casting de Harry Potter a en quelque sorte déclenché une jalousie presque maladive chez beaucoup de gens qu'il pouvait côtoyer. Cela a même pu engendrer une forme de violence, la plupart du temps morale, il le note, mais parfois également un peu physique, heureusement sans grande gravité. Il aborde ensuite, et c'est un sujet qui va intéresser évidemment beaucoup de fans, sa relation avec Emma Watson. Alors, on vous le dit tout de suite, ne vous attendez pas à des révélations chocs là-dessus, nous n'aurons pas plus de détails entre guillemets croustillants sur leur relation, ni de confidences un peu trop intimes. On reste grosso modo dans ce que nous avons pu voir dans le reportage Retour à Poudlard, c'est-à-dire une ambiguïté folle. On sent qu'il y a eu quelque chose de très fort entre eux, il revient sur la naissance de leur relation, qui n'était pas forcément très chaleureuse au début, puis ensuite il note l'évolution, parle d'âme sœur, mais sans jamais véritablement avouer qu'il était tombé amoureux, même s'il aime particulièrement Emma Watson, c'est ce qu'il dit. Il note également qu'elle a très tôt subi de nombreuses pressions, qu'elle a une vie très difficile et très compliquée. Entre nous, on va se le dire, on a un peu le sentiment, on vous avoue à la lecture de ce passage sur Emma Watson, qu'il cherche surtout des excuses à Emma Watson pour l'avoir éventuellement rejetée. Ça fait quand même, vu de l'extérieur, un peu syndrome de Stockholm, même si, une fois encore, il ne faut absolument pas s'attendre à quelconque révélation dans ce livre, et que c'est donc une histoire qui, à ce stade, restera privée entre les deux. Enfin, et pour finir ce livre, il aborde évidemment les périodes les plus noires de son existence, qui ont fait suite quelques années après la fin des films Harry Potter, donc une célébrité qui a été peut-être un petit peu trop précoce. Il parle de ses années d'alcoolisme, il parle évidemment de la drogue, de la vie débridée des soirées de Los Angeles, de l'obligation faite à un moment donné par son entourage de rentrer en cure de désintoxication. On voit donc une personnalité blessée qui a perdu petit à petit pied avec la réalité. La célébrité offerte par Harry Potter a été peut-être trop lourde à gérer une fois adulte. On sent donc une personnalité qui a été abîmée par la vie, qui rappelle d'ailleurs assez utilement que même si c'était un job, entre guillemets, comme un autre au départ, les répercussions, une fois la production terminée et les barrières de protection levées, ont pu avoir des conséquences difficiles pour chaque acteur, et on sait qu'il n'a pas été le seul acteur, entre guillemets, à subir ce genre de situation. Le livre de Tom Felton, c'est donc un document qui est quand même assez important pour tous ceux qui sont intéressés par les coulisses de la saga, mais aussi pour découvrir l'homme qu'il a su devenir et sa perception des choses. Tom Felton est aujourd'hui, on le voit à travers les réseaux sociaux, un homme réconcilié avec lui-même, un homme qui est fier d'avoir participé à cette saga, un homme qui a toujours refusé de taper sur J.K. Rowling. Ça aussi, c'est quelque chose qui pour nous compte vraiment, véritablement très important. C'est vraiment pour nous quelque chose d'extraordinairement important. Et même si l'expérience de lire son livre est très différente de celle que nous avons connue au travers de la lecture des mémoires d'Alan Rickman, il reste franchement très très plaisant de plonger dans les souvenirs de Tom Felton à la découverte de cette saga. Nous, on vous invite vraiment à lire ce livre quand il sortira au mois de mars aux éditions Le Duc, parce que c'est vraiment un document qu'il faut avoir lu si on est vraiment fan de Harry Potter, parce que ça permet de se rendre compte quand même de pas mal de choses. Il aborde des sujets, encore une fois, qui sont assez importants. Heureusement, il a eu la chance d'avoir
on va dire, un encadrement familial qui tenait la route, avec notamment un grand-père qui a été très présent sur les tournages, qui a été très présent, y compris d'ailleurs physiquement dans les films, puisque Chris Columbus avait trouvé qu'il faisait parfaitement l'affaire. Enfin, il a eu cette chance effectivement d'avoir des chaperons qui n'étaient pas des chaperons professionnels, qui étaient véritablement des gens qui étaient là pour, on va dire, apporter des choses, pour protéger les enfants. Et là, en l'occurrence, c'était les gens de sa famille. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, en l'occurrence, qui était, on va dire, assez important, et qu'au moins, il y a eu cette sécurité qui s'est mise on va dire, à sa disposition, et qu'il a peut-être protégé des dérives qu'ont pu connaître d'autres acteurs, notamment Daniel Radcliffe, qui lui était entouré par des chaperons professionnels, mais qui ne l'ont pas protégé ni de l'alcoolisme, ni d'autres déboires, et on le voit encore aujourd'hui, évidemment, avec des agents qui sont probablement particulièrement toxiques et l'amènent à faire des choses qui ne sont pas forcément dans son intérêt. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On attend, vous, dans les commentaires, votre avis sur un petit peu les coulisses, entre guillemets, de ce livre et ce qu'il a pu déclarer dedans, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, en attendant évidemment la publication de ce livre en français dans les mois qui viennent. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.